Salut tout le monde, c'est Jinji, on se retrouve pour le RPG Week 2024. C'est rare que je le traite en live, mais si j'ai l'occasion de le traiter en différé, je vais pouvoir le faire. On se retrouve pour le RPG Week 2024 avec la question numéro 17 d'Alphonse Naza. Manœuvre la plus originale que vous ayez vue ou réalisée lors d'une partie de jeu de rôle. Ça peut être une décision du maître de jeu, une action d'un des joueurs, l'audace d'une équipe impromptue, faites briller. Alors pour moi, je pense que c'est un de mes anciens joueurs, un des joueurs de la première heure même, qui s'appelle Xavier. Salut à lui suivre la vidéo. C'était un cas très particulier puisque lui, il connaissait le JDR, mais il le connaissait de loin. Il comprenait les tenants et les aboutissants du JDR sans être prisonnier des mécaniques. Et il m'a permis de voir les choses autrement en matière d'environnement. Quand les gens apprennent le jeu de rôle, ils ont tendance à très vite s'enfermer dans les mécaniques. Ils voient les chiffres, ils voient les mécaniques, ils voient peut-être les descriptions, mais ils essaient de créer un plan pour essayer d'en tirer une idée, et ils oublient les éléments d'interaction, puisqu'il y a parfois il y a vraiment pas mal d'éléments inertes qui peuvent être utiles, mais que le meneur de jeu ou les règles ne semblent pas trop mettre en valeur. C'est lui qui m'a montré ça et que j'ai décidé de changer un peu mes mécaniques concernant l'exploration, le combat et énormément de choses par rapport au jeu de rôle. C'est grâce à lui. Parce que lui, il y a eu un affrontement, il y avait un campement de bandits, il n'y avait qu'une seule issue. Les fondations, c'était des pylônes en pierre pour pouvoir soutenir la structure. Il y avait des ennemis. Lui, il connaissait pas du tout 40K. Le mec a inventé un canon shuriken. C'était un truc de malade. Et le truc qui était drôle, c'est que les elfes psychiques dans mon univers, ils ne sont pas inspirés des Eldar, mais ils ressemblaient déjà beaucoup dans les Eldar, dans leur manière de méditer, leur posture assez spirituelle, tout ça. Tous ces trucs-là, il y avait une espèce de corrélation, toutes les planètes se sont alignées. Et lui, ce qui le fait briller, c'est pas comment il arrive à vaincre ses ennemis avec ses performances seulement, c'est qu'il se sert de l'environnement. C'est-à-dire, il dit, ah, en fait, on peut voir le truc en contrebas, il y a quelqu'un à côté, est-ce qu'on peut l'abattre? Est-ce que je vois quelqu'un en particulier? Donc il a senti, par sa télépathie, il a senti qu'il y avait deux présences avec sa télépathie. Il s'est servi de sa télépathie, il en a abattu un, il y en a un autre, il est allé voir et il a voulu appeler des renforts, il a tiré sur les cordes qui tenaient les fondations en pierre, les troncs se sont refermés, ça a vaincu 5 ennemis en même temps, il y a d'autres ennemis qui arrivaient, mais ils arrivaient un peu en retard puisque le terrain était accidenté, ce qui laissait l'occasion aux autres de régler le conflit au maximum de leur performance. Beaucoup de jets ratés pour ceux qui étaient en face, mais en tout cas avec son positionnement, lui il avait dû faire des détours tandis que les autres étaient déjà plus ou moins en face en train de regarder la situation. C'était brillant. Voilà. C'est grâce à lui si j'ai changé, c'est vraiment partiellement grâce à lui et aussi à plein d'autres réflexions, c'est-à-dire des JDR que j'ai eus récemment, des JDR que j'ai découverts, c'est-à-dire ce que fait Green Ronin, grâce à Ryutama, grâce à lui aussi, que je me suis dit, je veux du jeu de rôle où on peut changer de perspective de mode de jeu sans jamais mettre une masse de mécaniques, mais que les mécaniques soient communes, c'est juste qu'il y a de légers changements dans les règles. Puisque, en gros, si je dois parler un petit peu de ce que j'ai fait pour mon jeu de rôle, c'est que Ryutama m'a montré un truc, c'est que quand j'ai voulu faire du JDR au début, j'ai vu le double système de WC Warhammer, mais je me suis posé la question, est-ce qu'il y a moyen de faire du JDR tactique comme un JRPG? Et moi, je me disais, est-ce que c'est vraiment un truc qui va attirer les gens? Et j'étais pas certain. Et quand j'ai vu comment Ryutama a fonctionné, puis, par la suite, Fabula Ultima aussi, les deux que je dois vous présenter au passage, puisque moi j'avais fait l'unboxing quand je l'avais reçu, mais je n'ai pas encore fait de lecture holistique sur ces deux jeux, c'est en voie,
J'ai pas de livre dans ma ligne de vue pour l'instant, donc c'est très probable que je commence à le lire bientôt. Ce qui s'est passé, c'est que toutes ces choses-là m'ont permis de voir exactement ce que je voulais pour mon JDR. Je voulais de l'action, de l'aventure, du combat, du social, du roleplay, du romantique dans toutes les définitions, de la romance aussi, pas mal d'autres choses. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai tendance à présenter mon jeu. Et grâce à lui, grâce à cette espèce d'interaction qu'il a eue, du fait qu'il ne regarde pas seulement ce qui bouge, mais la situation et les possibilités, c'est grâce à ça que j'ai pu gérer ça. Après, si on se base sur les questions qu'a posées Alphonse Nazar, on pourrait se poser la question aussi, c'est est-ce qu'il aurait pu être autorisé à tirer ou non? C'est vrai que dans des situations où les personnes veulent toucher des éléments inertes plutôt que des cibles, des êtres vivants, des entités, j'ai déjà vu des rapports de jeux de rôle sur des forums il y a très longtemps où des personnes qui ont interdit le fait d'interagir parce que il n'y avait pas tellement de stats, alors que pourtant, c'était de la 3.5 me semble-t-il, et la table de solidité des objets, c'est pas tous les livres qui l'ont de base, mais il était bel et bien possible. Et je me dis à quel moment, même si en fait mon jeu de rôle, en fait il y a deux dimensions, il y a la dimension TTRPG, même si au vu des stats, on tient plus du théâtre de l'esprit que de la figuration, c'est comme Newton Masterminds, tu peux faire un plan des lieux, mais il y a des personnages qui se déplacent à la vitesse de la lumière, qui peuvent entrer ou sortir de la zone. Donc représenter une situation, vaut mieux utiliser le théâtre de l'esprit, mais ça n'empêche pas que c'est du TTRPG. Mais mon jeu a une partie TTRPG et une partie que j'appelle Abstract Tactical RPG, c'est-à-dire que c'est des positions spécifiques, un peu comme dans certains JRPG, qui permet d'avoir accès à certains bonus ou à certaines actions, qui ensuite permet de projeter d'autres possibilités, et les deux ont pour but de raconter la même chose, c'est-à-dire de raconter les aventures des personnages, et mon but à terme, ça c'est déjà en bonne voie puisque je commence déjà à revoir certaines données, c'est qu'on puisse chevaucher les deux, que les gens peuvent jouer dans un mode, dans un autre, dans une scène, on peut dire ah oui, mais là c'est une table de rencontre, mais c'est une rencontre mineure. Ah ben, je passe en Abstract Tactical RPG, l'autre je passe en JRPG. Au début, je me posais la question, est-ce que je faisais ça pour toucher le maximum de personnes, ou est-ce que je pensais que c'était pertinent? Et je suis resté un bon moment à réfléchir, je me suis dit non, j'avais envie qu'il y ait un mélange des deux, que les gens se disent, en fait, il y a deux façons de faire, et que il y aura forcément un où en fait ils pourront plus briller dans l'autre en ayant les mêmes notions, mais avec des mécaniques qui peuvent légèrement changer, mais qui sont quand même facilement assimilables. Voilà. Donc ouais, très clairement, c'est des choses qui étaient c'était quelque chose qui était très original. Après, les autres les autres choses que j'ai vues et qui étaient originales, elles étaient liées à mon JDR en particulier, c'est-à-dire par rapport au code de l'univers. Et du coup, je dirais que ça compte pas dans la mesure où ils savent pertinemment qu'il y a des choses qui ne se mélangent pas. Par exemple, dans mon univers, le ki, il y a des gens qui veulent dire maintenant point spirituel. Et si le ki ça parle pour tout le monde, utilisez le ki, hein. N'essayez pas de trouver des noms pour le but de ne pas blesser, oui. C'est pas blessant, c'est pas une insulte, hein. C'est comme les gens qui veulent détourner le mot race et qui disent antécédent, background, lignage, j'aime bien. Je l'utilise même maintenant et ça a beaucoup plus de sens. Background et lignage, je trouve que c'est plutôt bien. Mais faut arrêter cette espèce de mentalité où dans l'imaginaire collectif tout le monde sait qu'est-ce que le ki. Pourquoi venir emmerder le monde à essayer de changer les mots alors que tu sais très bien de quoi on parlait. Bref, le ki et la magie ne se mélangent pas.
Parce qu'il y en a une qui est potentiellement liée à l'âme et aux énergies spirituelles, et l'autre, c'est de la magie, et la magie dans la majorité des fictions de fantasy, c'est la magie, c'est un pouvoir énergétique qui altère la réalité. Donc entre un qui a un potentiellement infiniment grand et petit, mais qui a, on va dire, la présence l'ego de quelqu'un et aussi sa structure complexe, et de l'autre, il a une capacité d'altérer la réalité, les deux ne se mélangent pas, et ça finit très très mal. Donc il y a des gens qui ont voulu inventer un mélange technique des deux, c'était risqué. Alors dans la majorité des cas, ils se sont cassés les dents, et dans d'autres cas, on va dire que ça s'est bien passé et qu'ils ont one-shot quelqu'un. Voilà, donc... Par contre, le truc que j'ai trouvé sensationnel quand même en dehors de mon jeu de rôle, c'est dans Mutant and Masterminds. Là, c'est un joueur récent que j'ai eu. Et du coup, il s'appelait Alik. Et du coup, il a joué un personnage. Il a joué des tas de personnages qui marchaient de manière trop circonstancielle, on va dire. C'est-à-dire que c'est vraiment des trucs très précis par rapport aux règles. Et du coup, il était très spécialisé, mais il a eu un personnage où ça m'a impressionné. C'est à ce moment-là où quand j'ai vu ce qu'il a fait, je me suis dit, les gens qui se plaignent des règles de lutte, c'est-à-dire les grabs, les trucs comme ça, les gens qui se plaignent des règles de lutte dans les systèmes des vins, c'est des gens qui n'ont pas compris à quel point c'est balèze. Lui, c'est simple. Dans Mutant Masterminds, t'as des sbires. Les sbires, ils ont un degré d'échec, c'est-à-dire, tu les touches, ils font un jet pour, il faut faire un jet pour savoir s'ils ont été blessés. Ils prennent un degré d'échec, ils se font blesser. Un sbire, tu le touches une fois, il est KO. Donc lui, il a la capacité de takedown, il a le grab, il a l'improv grab qui augmente le truc. Donc il saisit quelqu'un. Il a un avantage qui augmente qui applique déjà le premier effet de grab. Bim, il le retourne. Takedown, il a vaincu un sbire, il y a un autre sbire à sa portée, il le saisit. Et en gros, à la fin, c'est Steven Seagal dans les films. Steven Seagal à la fin, c'est Steven Seagal qualité DVD Blu-ray, vous voyez ce que je veux dire par là, c'est au moment de sa carrière où le mec il fait même plus de karaté, quoi, c'est les gens qui se jettent sur lui pour le retourner, vous voyez ce que je veux dire par là. Et ça, j'ai trouvé ça bien, parce que il a essayé de voir une vision autour de son personnage et de ce qu'il pourrait. Il a essayé à plusieurs reprises différents trucs. Je crois qu'il avait essayé de faire un personnage qui contrôle la nature, puis ensuite il a fait, avant ça encore, il a voulu faire un personnage qui a plusieurs armures en mode Iron Man, et je lui avais parlé de la difficulté d'ajuster, puisque c'est possible. Par exemple, tous ceux qui veulent jouer, des gens avec des tas d'armures, des métamorphoses partielles ou totales, il faut écrire à l'avance ce que font les métamorphoses et les mettre à jour quand tu montes de niveau. Voilà. Donc c'est une entreprise très très compliquée. Je ne saurais pas, en tout cas pas dans l'instant, dans la rubrique Mutant and Masterminds, vous dire si j'arriverai à faire une vidéo pour vous expliquer comment faire ça bien. Ou simple. Mais je vais essayer. Mais quoi qu'il en soit, oui, il y a eu des trucs assez originaux qui ont été faits, il y a eu des choses extraordinaires aussi, mais c'est ces deux-là qui me viennent le plus en tête là-dessus. Voilà. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que, alors, on utilise le terme originalité. Dans ce cas-là, je dirais presque que c'est de l'ingéniosité, mais je pense que l'ingéniosité peut très bien être coupée dans son élan, pour peu que le meneur de jeu, en fait, n'arrive pas à embrasser certaines possibilités. Donc s'il y a quelque chose à en tirer, je dirais juste au meneur de jeu. Il y a des personnes qui ont envie de faire des trucs originaux. Ne dites pas non systématiquement. Expliquez-lui si c'est possible et si ça ne l'est pas. Et je pense qu'il y a aussi une discussion à avoir sur est-ce que l'originalité est signe de qualité? Surprise, alors spoiler, ça ne l'est pas. Mais est-ce que chercher à tout prix une originalité
garantira de faire un personnage pertinent. Parce qu'on a parlé de l'originalité dans le bon sens, mais dans le mauvais sens, par contre, j'ai un exemple. Il y a une espèce dans mon jeu de rôle où, en fait, c'est des elfes qui ont une malédiction en tant qu'avatar, qui sont les descendants des premiers dirigeants, mais des descendants très lointains par incarnation. Et du coup, ils ont des pouvoirs thématiques qui sont reliés aux épées, donc ils sont plus balèzes à l'épée. Le mec, il avait pris cette espèce-là, mais il n'utilisait jamais. Il utilisait les effets que pouvaient produire en absorbant les épées, mais il n'utilisait pas les épées en tant que telles. Alors qu'il avait un énorme bonus pour pouvoir toucher et pour pouvoir blesser. Il avait un énorme pouvoir destructeur, mais il ne l'utilisait pas. Il voulait faire les choses les plus originales qui soient, et au final, c'est son incapacité qui foutait les gens dans la merde, en vrai. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler de l'originalité, pas forcément dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais. Je dirais que le meneur de jeu doit être attentif à ce que la personne a envie de proposer comme, on va dire, comme moyen de résoudre une situation, mais à défaut de ne pas systématiquement dire non, de quand même, dans des moments où c'est bizarre, de ne pas oublier que certaines manœuvres, surtout si tu es dans un univers qui n'est pas encore codifié, qui n'a pas encore toutes ces notions appliquées, pas les notions dans les mécaniques, mais dans ce qu'on considère qui est faisable. Je vais donner un exemple, ça va être beaucoup plus pratique. Par exemple, il y a des univers un petit peu comme dans les Final Fantasy, où tu peux voir un mec qui peut faire un bond de 15 mètres vers, des sauts en longueur de 15 mètres. Ça te gênera pas. Mais il y a des mondes qui sont beaucoup plus terre à terre, où ta capacité de saut sera bien moindre et tu pourras pas passer le ravin en un saut. Si tu ne connais pas totalement toutes les notions que tu as envie d'appliquer à ton univers, ne dis pas systématiquement non, mais quand quelqu'un te propose quelque chose de loufoque, essayez de lui faire expliquer rapidement, de préférence rapidement pour ne pas casser le rythme, sa motivation pour voir si ça peut mener à un oui. Voilà. Tout en sachant que chaque personne a son regard sur le oui, non, oui et, non mais, oui mais. Voilà. Je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Salut à tous, amusez-vous bien.